si la personnalité n'existait pas, ou si elle était juste une suprastructure, n'est-ce pas, inventée par des psychanalystes, et donc entre l'éducation et la pharmacologie, ça suffirait. N'est-ce pas? Il suffirait de prendre un bon médicament, une bonne injection, et on n'a plus de deuil. On aurait des rêves, ou on aurait des bons rêves, on aurait des petites machines comme existent déjà pour nous faire modifier nos propres rêves, n'est-ce pas, en utilisant les machines du rêve lucide, n'est-ce pas, vous connaissez ça. Il y a des patients, moi j'ai une collection des rêves lucides de mes patients, mais bon, ça c'est un autre sujet. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, les rêves lucides. Les rêves pendant lesquels le sujet a conscience qu'il est en train de rêver. Il a conscience qu'il est... Mais il continue à rêver. Et pendant ces rêves-là, on peut le modifier parfois. On peut dire, oui, mais j'aimerais bien rêver comme ça. C'est mieux. Ou alors comme ça. C'est peut-être mieux. Et on peut éventuellement le modifier. Le rêve. Mais on continue à rêver. Mais de là à utiliser une petite machine qu'on vend en Californie, n'est-ce pas, qui réveille pendant ce temps-là, sans vous réveiller, mais juste au second, pour que vous ayez la conscience, n'est-ce pas, de rêve lucide, pour que vous le modifiez, et que ça, on imagine que ça va produire, n'est-ce pas, une solution à des problèmes, là, c'est trop. Parce que c'est vrai que parfois, en dormant, on trouve parfois des solutions importantes. Mais c'est au prix d'une grande fatigue aussi. Par exemple, si vous avez un examen, c'est mieux de bien travailler et après dormir bien. Et pas passer toute la nuit à travailler. Parce que pendant les sommeils, il y a comme ces processus d'indexation qui vous permettent de... N'est-ce pas? Et à un moment donné, il peut y avoir, ah tiens, mais une lumière. On trouve la solution à un problème, ou les prémices de la solution. Mais à l'inverse, il peut y avoir aussi des cauchemars terribles, qui sont un peu la réactualisation des cauchemars de la catastrophe qui a été notre naissance, par exemple. Donc, s'il n'y avait pas cette structure psychogénique, qui veut dire, par exemple, quoi? Que, par exemple, pour une maman qui est enceinte, le fait que son frère ou son père soit décédé, ou un de ses fils soit décédé, et que cela n'influence pas son bébé, on sait très bien que ça l'influence, ça peut l'influencer énormément. Mais pas cela, pas simplement cela. Ça dépend comment ça se connecte avec d'autres éléments de l'événement. C'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup l'événement. Le travail sur les événements. Mais là, je ne veux pas parler beaucoup sur les événements parce qu'il y a un deuxième livre qui va paraître, qui est déjà chez l'éditeur, qui s'appelle La fuite des événements. Où ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'acte suicidaire, mais tout ce qui précède l'acte suicidaire, que j'appelle la fuite des événements. Les choses qui se passent un peu avant un suicide. Vous avez beaucoup d'exemples, hein, comme le suicide de Victor Toss, qui était un psychanalyste connu à l'époque, et les suicides de Marilyn Monroe, ce qui s'est passé dans sa vie juste avant les mois précédents son suicide, ou les suicides de Romain Gary, etc., etc. Donc, et voilà, pour la question rapidement. Oui. Donc la fuite des événements, ça correspondrait au facteur blanc, donc facteur de déclenchement dont vous parliez tout à l'heure. Oui, c'est-à-dire que voilà, il y a un lien entre fuite des événements et facteur blanc, parce que les facteurs blancs, quelque part, ce sont des événements, mais aussi la représentation des événements. C'est entre les deux. Vous voyez, c'est la question des signifiants surévalués, comme parlaient certains cliniciens de l'école allemande de psychiatrie, les Overvorstellungen, les sursignifiants, vous voulez, parce que Vorstellung c'est signification, mais surreprésentation, les mots inducteurs, pour aller vite, si vous voulez, quand vous prenez un patient qui a la fuite des idées, une fuite des idées par exemple ordonnée, puisqu'il y a la fuite des idées ordonnées et la fuite des idées confuses.
Quand il y a de la fuite des idées, c'est-à-dire qu'on passe d'une série d'idées à une autre série d'idées, d'une autre série d'idées, d'une autre série d'idées, le passage d'une série d'idées à une autre, c'est fait souvent par un mot ordonnateur ou un mot, un signifiant inducteur. Il y a comme une répétition. Vous voyez? Ou alors, il s'agit de déterminer ça. Voilà. Alors, l'idée de la fuite des événements, c'est qu'il y a, l'incidence des facteurs blancs dans ces processus qui va mener, s'il n'y a rien qui vient de le stopper, au suicide. Donc, ce n'est pas la décision du suicide, mais c'est l'acte, c'est le passage à l'acte. Ce n'est pas l'acte lui-même, mais ce qui va permettre que l'acte existe. Donc, je vais parler de ça aujourd'hui, parce qu'il peut y avoir une grande différence entre la décision, ou une grande décalage entre la décision et l'acte. Parfois, il peut se passer 30 ans. Donc, j'ai un patient, un monsieur super bien, qui est 30 et quelques années, et qui travaille dans une banque. Sa maman venait de se suicider. On s'est rendu compte que sa maman a laissé des écrits, des lettres, etc. Que, au mot, la mère avait décidé de se suicider, 40 ans, mais zut, elle est tombée enceinte. Et quand on tombe enceinte, quand on a un enfant, on prend pour 20 ans, 30 ans, quoi. N'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, avec les enfants un peu tanguis, c'est plutôt 30 ans. Hein. Avant, c'était 17 ou 20 ans. Donc, elle s'est dit, merde, je ne vais pas me suicider maintenant, ça serait un peu dégueulasse. Et en même temps, c'est sympathique quand même un enfant. Il y a quand même des gens, quand même. C'est magnifique avoir un enfant. Mais, ça peut, je dis quand même, parce que ça peut être aussi, dans certains cas, un poids insurmontable, n'est-ce pas? Pour certains cas. Mais donc, ça l'a stoppé, mais il avait déjà décidé. Donc, c'est au moment où le fils déclare à la mère, voilà, maintenant, ça y est, maman, j'ai trouvé la fin de ma vie. Et on va s'installer. Et bon, on va se marier, il y avoir des enfants, n'est-ce pas? Voilà, pour elle, c'était terminé. Là, elle était arrivée, donc, au bout de sa tâche, de sa mission, et là, la vie est terminée. Une crise terrible, elle a bien préparé les choses, la maison bien rangée, tout propre, avec des beaux vêtements, couché dans son lit, et avec une lettre pour la police, une lettre pour la famille, etc., avec des précautions à avoir pour l'enterrement, etc. Donc, et pourquoi j'ai parlé de ça? Voilà, pour la fuite des événements. Mais bon, ça on laisse de côté. Mais donc, et passons maintenant à la question du diagnostic. C'est quoi? Je vais très vite, parce que là il y a plein de détails qu'on passe. Donc, première chose, la question du diagnostic, on peut l'avoir en trois choses, n'est-ce pas? Le rapport, savoir ce que c'est que la dépressivité. Ensuite, le rapport à la bipolarité, n'est-ce pas? Et 3, l'importance de la manie, ou l'importance de la fuite des idées dans l'architecture du diagnostic des manies. Voilà. Donc, premièrement, la dépressivité, la condition de la dépression. n'est-ce pas, mais la dépression, c'est aussi un terme qui est devenu un terme fourre-tout en psychopathologie. Ça peut être plein de choses. Mais parfois c'est confondu avec des états anxieux. Mais il y a quand même dans les travaux psychiatriques une récurrence qui est le rapport au cycle de l'humeur, mais aussi donc à la temporalité. La phénoménologie psychiatrique, par exemple, vous avez Binswanger, qui travaille beaucoup sur la temporalité. Pas seulement, il y a télé, d'autres. Et la temporalité, c'est magnifique, c'est très intéressant, n'est-ce pas, de travailler sur la temporalité, le rapport du sujet au temps.
Donc la temporalité dans la phénoménologie, ce n'est pas le passé, le présent et le futur, mais c'est le rapport que le sujet a au passé, au présent et au futur. Et donc, par exemple, nous avons le rapport qu'il y a vis-à-vis du sujet, vis-à-vis du passé, et il le considère comme de la rétention. Le rapport du sujet au présent, il appelle la présentation. Et le rapport là avec l'avenir, c'est la protension. Donc, j'ai aperçu que le déprimé, dans la pure phénoménologie, dans la pure phénoménologie, c'est que le sujet dépressif, il est retenu dans le passé. Il a une relation de rétention du passé, n'est-ce pas? Et que donc l'avenir, il est bouché, ou l'avenir, on ne peut pas le calculer. Vous voyez, par exemple, il y a les écrits de Louis Althusser après avoir tué sa femme, qui était un peu un homicide altruiste, dans ce sens-là où l'homicide altruiste est au fond une sorte de suicide, n'est-ce pas? Un peu comme ces hommes qui tuent leur propre famille, etc. N'est-ce pas? L'homicide qu'on appelle l'homicide altruiste est une sorte de suicide au fond. Souvent, il se suicide à la fin. Parfois, non. Parfois, il se rate, ou parfois, il y a un truc qui manque là pour le faire, n'est-ce pas? Mais, et donc, qu'est-ce que je disais? Althusser, oui, mais avant ça... Voilà, c'est ça, que l'avenir, voilà, qu'Althusser, donc, ces écrits-là, il avait appelé l'avenir dure longtemps. C'est un joli titre, mais ça veut dire aussi que donc au niveau de l'avenir, de la relation avec le futur, il ne peut pas se projeter. Parce qu'il est trop retenu dans cette histoire-là. Enfin, on ne va pas parler de Louis Althusser, où Louis Althusser, c'était aussi l'oncle, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, dans l'histoire de Louis Althusser, n'est-ce pas, son père, sa maman, il y avait deux familles, n'est-ce pas? Les deux frères, Louis et son père à lui, étaient fiancés de deux voisines, n'est-ce pas? De deux sœurs voisines, et que Louis, il est mort à la guerre, et donc la fille aînée, qui était, lui était le deuxième, et il était avec la fille aînée des voisins. Et donc, comme la fille aînée restait un peu veuve, on s'est marié, lui est mort, et elle aimait très fort, le frère aîné, le frère de lui, propose à elle de se marier, de prendre la place de lui. Donc elle accepte, et la sœur elle reste sans fiancé. Bon, mais c'est pas grave. Mais le problème c'est que qu'ensuite après ils se marient, ils font un enfant et ils s'appellent Louis. Et Louis Althusser, il pensait toujours à cet autre Louis qui était derrière lui et que la mère aimait. Et n'est-ce pas? Et bon. Et puis donc il faut voir aussi que c'est pas simplement ça, mais c'est que la relation du père avec lui, c'est-à-dire le frère de Louis avec lui, était une relation beaucoup d'absence, de rejet, etc. Et ça, ce sont des choses qui m'intéressent énormément, c'est de situer les pères du psychotique, ou les parents du psychotique. Mais allons vite. Donc, juste pour dire que dans la phénoménologie de la dépression, il y a des rapports à la temporalité, et que dans ces rapports-là, nous avons d'un côté les cycles de l'humeur, qui sont des cycles temporels. Donc il y a le rapport à la temporalité, les cycles circadiens, qu'à un moment donné, ça se dérègle, ça coince, ça bloque, ça s'inhibe, ça décolle, ça s'inverse, n'est-ce pas? Le jour pour la nuit, le sommeil, l'appétence sexuelle, l'appétit, etc. Il y a des problèmes. Très bien, mais on ne peut pas aller très loin avec cette phénoménologie-là. Sauf peut-être quand, comme par exemple les travaux de Minkowski sur les temps vécus, sur les troubles générateurs du temps vécu. C'est là qu'on le dit, ça reste quand même
c'est pas fertile. Il ne faut pas faire grand-chose avec ça. Sauf peut-être, ce qui est intéressant, c'est qu'en Binswanger nous parle des formes grammaticales